c'est une raison d'être. Et une fois que c'est envahi ta tête, ton cœur, ton âme, tu ne te poses plus de questions. Et tu ne vibres que quand tu arrives trop rapidement dans les virages, tu freines trop tard. Ça fait partie de ton corps. Tout le monde est convaincu que c'est un sida maintenant. C'est dit le docteur, mais pourquoi vous me mentez? Peut-être on arrive à sauver Rita ou peut-être les enfants. Et c'est crié à Rita, pourquoi tu as fait le plein? Parce que tu sais que tu vas mourir, les enfants vont mourir. Dans la vie, tu peux lever le bras, mais pas le pied. C'est sincère. Pause. Il faut que je t'explique. Autosphère, c'est le partenaire de notre émission pour qu'on puisse se concentrer à fond sur la réalisation de nouveaux épisodes de dingue. Et si je te dis qu'il y a de fortes chances que tu aies une concession à moins de 30 minutes de chez toi. Autosphère, c'est le distributeur qui vend le plus de voitures en France, avec 250 concessions de Dacia à Maserati réparties sur l'ensemble du territoire. Rien de plus simple si tu souhaites acheter, vendre ou entretenir ta voiture. Il t'accompagne et te conseille pour tout ce qui concerne ta voiture, que tu achètes une voiture neuve, d'occasion, avec un financement ou en reprenant ton véhicule actuel, et même pour son entretien. Alors fonce sur leur site pour découvrir l'ensemble de leurs services et leur stock de véhicules, tu trouveras forcément la voiture qui te correspond. Si tu cherches la voiture qui te fera vivre autant d'histoires et d'émotions que celle de mes invités, direction Autosphère. Salut Harry. Salut Yann. Je suis ravi, je suis trop heureux de te recevoir dans la boîte à gants depuis le temps que je veux faire cet épisode avec toi. Je suis difficile à joindre? Non, t'es un homme très occupé, surtout, je dirais ça. C'est surtout ça. Et non, je suis en Finlande. C'est vrai que tu voyages beaucoup. Pour vous, les auditeurs, les viewers, on a constaté avec Vincent, avec toute la prod dans la boîte à gants, que vous étiez beaucoup à pas être abonné, à pas avoir activé la cloche. Pourtant, c'est comme ça qu'on a des invités incroyables comme Harry. Et croyez-moi, pour septembre, octobre et tous les mois qui suivent, il y a vraiment du lourd qui arrive. Donc, abonnez-vous, activez la cloche, c'est vachement important. Harry, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? Parce que beaucoup de gens te connaissent, énormément de gens te connaissent. Mais tu as la version filmée, tu as aussi la version audio de ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots, sachant qu'on va évidemment raconter plein de choses sur ta vie? Je suis Harry Vatanen, marié dans la priorité, un père de 4 enfants, passionné, je ne sais pas pourquoi, par l'automobile, par la conduite, passionné par cette quelques secondes qui t'arrivent quand tu as freiné trop tard et tu n'as plus d'option. Tu dois survivre, tu dois te débrouiller pour passer le virage. Et ces quelques secondes, c'est ce qui a déterminé ma vie. Tu es dans ton univers à toi, détaché de tout, c'est que à toi, et tu vivres à fond. Et je crois toute ma vie, c'est cet sentiment, cette feeling. Et justement, tu disais, tu sais pas vraiment pourquoi tu es passionné par l'auto, parce que tu as grandi dans une famille qui n'était pas spécialement passionnée par l'automobile, mais il y avait déjà un rapport à la vitesse par ton père, je crois, qui était pilote, c'est ça? Il était pilote bombardier dans la Deuxième Guerre mondiale, quelque chose qui est, on voit dans une autre lumière aujourd'hui, quand Poutine et la Russie ont attaqué brutalement, sans aucune raison, l'Ukraine. Et c'est la même chose qui nous arrivait en Finlande quand Staline nous a attaqué en 1939. Et mon père était souvent la seule personne qui avait plus que 20 ans dans la cockpit, dans l'équipage. C'est-à-dire que les limites de la Finlande étaient poussées vraiment dans l'extrémité. Et il avait il a fait avec un bombardier, c'était Bristol Blenheim anglais, il a fait les choses qu'il ne fallait pas faire. Il a volé très très bas. Des fois, il ne pouvait pas résister, et pourtant c'était interdit. Alors, dans ce sens, cette vitesse était là. Mais ce qui s'est passé après, évidemment, c'est tout contraire. C'est qu'on pense normalement
qui t'arrivait dans la vie si tu es devenu finalement un pilote d'automobile. Mon père, l'année 60, il a acheté sa première voiture, c'était Borgward Isabelle, Borgward, une voiture allemande qui est disparue depuis. Et il voulait acheter en fait DS-19, mais il avait très peu de DS-19 sont arrivés en Finlande. En tout cas, quelques mois plus tard, nous tous, c'est-à-dire mes parents, moi, j'avais 8 ans, ma sœur avait 6 ans, l'autre sœur avait 5 ans et mon petit frère Tatou avait 4 ans. Nous sommes tous partis dans cette nouvelle voiture. Tout le monde était fier de ça. L'année 60, dans la campagne, tout le monde n'avait pas de voiture. Et on était allé à l'enterrement d'un ami de mes parents et que c'est une route de même pas 40 km. Et juste avant d'arriver à l'autre village, on avait un accident frontal, collision, et mon père est mort dans le coup. Et ce qui rend tout très tragique, vraiment dans la manière incroyable, que la veille avant l'accident, ma père avait fait installer les ceintures, parce que les ceintures n'existaient pas à l'époque comme équipement original. Et c'était 2 points, les ceintures de 2 points qui a traversé la poitrine, c'est tout. Et c'était installé, mais le lendemain, n'était pas bouclé. Le ceinture n'était pas bouclé parce que mes parents n'étaient pas habitués. Et pas seulement ça. Plus tard, ma mère s'est rendue compte que l'enterrement, monsieur, n'était pas 16 octobre, la journée de l'accident. En fait, c'était la veille, 15 octobre. Si vous faites un film dans la vie que vous installez les ceintures, parce que mon père était vraiment très avant-garde, et il a essayé toutes les nouveautés déjà à l'époque, vous faites installer une ceinture qui n'était pas bouclée le lendemain, et vous vous trompez de journée d'enterrement d'un ami. Et pourtant, ça nous arrivait. Après, plus de père, plus de voiture. Et apparemment, j'avais dit à quelqu'un que je vais apprivoiser, je vais dompter la voiture. Tu la voyais un petit peu comme l'ennemi que tu voulais comprendre et dominer. Sous-consciencement, oui, peut-être. Sous-consciencement. Mais depuis, c'est qu'une envie conduit, mais plus de voiture. Et 4 ans plus tard, quand j'avais 12 ans, ma mère a obtenu le permis de conduire, a acheté une Opel Kadett. Rally est venu dans notre village natal, à Tout-Pouvoir, loin de tout. Pour la première fois à jamais, c'était mi-juillet 64. Et mi-juillet, 2 heures le matin, quand le premier voiture est arrivé, c'est presque, pas tout à fait de lumière de jour, mais presque. Mais cette nuit lumineuse fantastique. Et quand le premier voiture est venu avec les freins de tambour rouges, la poussière, les pierres qui sont venus vers moi, et c'était complètement... ça coupait ma souffle, c'est-à-dire... je crois que, d'une certaine manière, ma vie a basculé. T'as eu un choc émotionnel, en fait. Absolument, c'est tellement... parce que choqué par ce que j'ai vu. Et depuis, je ne voulais faire que ça. C'est-à-dire, vraiment, mon esprit, sur certaine manière, est parti avec la voiture. Et c'est encore le petit bonhomme de 12 ans qui n'a plus de père, est resté assis sur un talus. Et littéralement, le reste de l'histoire, tu connais, parce que cet esprit était installé en moi. Et tout ce qui m'arrivait depuis, c'est les conséquences de ça. C'est certain. Est-ce que c'est plus que passion, c'est une raison d'être. Et une fois que c'est envahi ta tête, ton cœur, ton âme, tu ne te poses plus de questions. Et c'est toi, et tu ne vivre que quand, comme je disais, quand tu arrives trop rapidement dans les virages, tu freines trop tard, après on se débrouille, tu es tout seul avec la voiture, toi et l'extension, ça fait partie de ton corps, et
tu peins, c'est une peinture de ta vie et tu fais ça tout le temps. Même aujourd'hui, maintenant, 50 plus que bientôt 60 ans plus tard, c'est toujours pareil. Cette envie de contrôler la voiture et le plaisir que ça donne quand tu vois tu maîtrises quelque chose, c'est toujours là. Rien n'est... Tant que je suis vivant, tant que je suis en bonne santé, ça va rester comme ça. Cette impression que le virage va te sauter presque au visage et que tu as comme un boxeur juste le besoin de survivre, quoi, c'est ça? Oui, on m'a dit que, et je peux imaginer, jamais fait le boxe, on dit boxing, la boxe. Ouais, la boxe. Oui, mais on dit que quand tu es tout seul, tu as 3 minutes, un mec vient vers toi et tu as que des bras, tu apparemment, tu es très seul. Et c'était à peu près ça la conduite. Quand tu arrives trop vite dans le virage, il faut qu'on se débrouille. Exactement. Mais ça te donne, tu n'es plus, tu es détaché de la réalité, tes pieds ne sont plus sur la terre. Tu es dans ton univers à toi qui t'appartient. Et personne peut te enlever cette loi. Vivre dans ton univers. C'est ça qui rend la vie belle. Il n'y a pas deux personnes sur notre terre qui sont pareilles. Il n'y a pas deux personnes. On a combien? Bientôt 8 milliards, mais c'est 8 milliards de possibilités, c'est 8 milliards de rêves différents, c'est 8 milliards de parcours différents. Et trop souvent, on essaie de niveler vers le bas pour une raison, etc. C'est pas politiquement correct, tu es dans la minorité. Non, mais c'est pas la vérité. C'est rien à voir dans les vies, soit tu es en majorité ou en minorité. Galilée, il était tout seul, mais il avait raison. Voyez, c'est ça pour moi. Pour moi, ça rend la vie très positive. C'est-à-dire, on a plein de possibilités. Pourtant, on nous essaye faire croire de l'apocalypse aujourd'hui, tout va mal, l'humanité n'a pas l'avenir. C'est complètement faux. Complètement faux. L'homme est un génie. Tant qu'on laisse les fleurs qui est en nous tous, on les laisse, s'exprimer. Exactement. Là, plus que des fleurs, plus jolie c'est la vie. Et pour moi, c'est de la conduite. Ça aurait pu être complètement différent. Mais c'est tout ce que je veux dire, que tout le monde a droit à ses rêves et c'est les pratiquer et il n'y a pas de choses politiquement correctes, ça n'existe pas. Et justement, si on revient à ton rêve donc de devenir pilote, parce que tu l'as pas formalisé en te disant je vais devenir pilote pro, tout ce que tu veux c'est juste conduire. Exactement, tu as tout compris. Non, c'était même trop. Il faut regarder où se trouve tout Bavara, loin de tout. Plus de père, plus aucune connexion avec le monde mécanique, avec le monde que c'était des fois comme pour moi c'était comme l'année de lumière où je suis et ce monde avec les gens connus qui pratiquent et des gens à l'époque qui avaient des sentiments McKinnon qui a gagné à Monte Carlo 65 les premiers Flying Fins, les panneaux des volants sont nés des gens avec les Mini. Exactement, surtout avec Mini, surtout avec justement qui était une voiture très révolutionnaire à l'époque. Et il y avait l'année de lumière entre ces deux mondes, la mienne et leur. Mais c'est l'heure qui font un pont entre les deux mondes. Et comment tu fais? Parce que je sais que tu as été conducteur d'engins, et notamment de rouleaux compresseurs. C'est vrai aussi. Parce qu'il fallait que tu vives, tout simplement. Comment tu fais cette transition entre ce travail qui t'apporte tout simplement un salaire pour vivre, etc., et tes premiers rallyes qui vont finalement devenir un métier par la force des choses, mais au début, tu n'avais pas conscientisé. Tu l'as conscientisé, je crois, peut-être à 22, 23 ans. Mais au début, c'était juste une passion. Oui, parce que c'était simplement pas réaliste que je pourrais devenir un professionnel ou gagner l'argent. C'était trop loin. C'était comme les étoiles. Ils sont trop loin. Tu ne peux pas les toucher. Mais simplement
dès que j'étais dans la voiture, même si le rallye précédent allait mal, mais dès que je trouvais des sous pour réparer la voiture, et c'était une bataille de survie, c'est tout. C'était une bataille de survie, comment on va trouver les trains encore, comment je peux trouver encore quelqu'un, un copain ou un copain de copain, ou copain de copain de copain qui va encore retaper ma voiture. Et finalement, quand j'ai commencé à avoir un peu de succès, j'ai pensé, est-ce que c'est vraiment moi? Et j'avais du mal même à croire finalement que est-ce que c'est moi qui conduis en fait si vite. Mais c'était jamais un but de devenir un pilote. Oui, peut-être c'est un but quelque part, mais je ne pouvais pas l'avouer à moi-même parce que ce n'était pas réaliste. Mais heureusement, cette passion de conduite était plus forte que tous les obstacles de ma vie. Alors, c'est continu. On dit, c'est une histoire, anecdote en Finlande, que, tu sais, il y a deux souris qui vont tomber dans un seau, qu'il y a du lait. À l'époque, c'était normal. Et tout le monde avait des vaches, tout le monde avait des seaux et du lait dedans. Il y a deux souris qui tombent dedans. L'autre, au bout d'un moment, il baisse les bras, mais l'autre continue à nager, et finalement, le lait devient du beurre. C'est pour ça. Il va survivre. C'est pour ça que tu aimes tant le lait et que tu célébrais souvent tes victoires en buvant un verre de lait. Ça vient de cette histoire ou pas? Peut-être un peu, non. J'avais un bon contrat avec une boîte de laitière en Finlande. En tout cas, ça marquait l'esprit parce que même aujourd'hui en France, assez souvent, les gens qui ne me connaissent pas, ils me voient dans un restaurant et ils voient que c'est un peu de vin rouge dans le verre. Ils me demandent, oh, tu ne bois plus du lait. Et je réponds, oui, c'est toujours du lait, mais simplement ça vient de Bordeaux et c'est rouge. Et par rapport, tu sais ce que je te disais tout à l'heure, que tu as été conducteur d'engins et notamment de rouleaux compresseurs. Je crois que, et tu le racontes un peu dans le livre, qui est d'ailleurs génial, que tu m'as conseillé de lire, que tu as failli, en fait, en tout cas, tu avais peur de perdre ton permis avec cet engin. À chaque fois, parce que c'était quoi un peu l'histoire qu'il y avait derrière? Tu avais toujours peur il y avait une espèce de jeu où je crois que la police, pas te recherchait, mais tu jouais un peu justement au chat et la souris. Oui, parce que c'est vrai, parce qu'en Finlande, tu perds ton permis pour quelques mois. Si tu as plus que c'est très strict en Finlande, dès que tu as plus que 3 PV dans une année, normalement, tu peux le perdre. Avant, il y avait plus de flexibilité. Maintenant, aujourd'hui, c'est automatique. Mais à l'époque, ça c'est dépendu le chef de police un peu. À l'époque, ils avaient justement peut-être plus que 3 PV. Ils avaient un rallye qui venait et je ne pouvais pas perdre le permis. Alors, c'est pour ça que je me souviens, c'est essayer d'éviter les endroits où je savais que je peux rencontrer la police. Alors, c'est simplement garder que je puisse participer au rallye qui vient. Mais en tout cas, c'était question de survie. Comme je disais, tu ne connais en anglais, tu tournes toutes les pierres que tu peux imaginer, tu tournes toutes les pierres simplement pour continuer. Et tu oublies toutes les essais, tu oublies peut-être dans les précédents, tu as fait un tonneau et tu aimerais que la terre va t'enterrer parce que tu es tellement déçu. Mais une semaine plus tard, comme ça m'arrivait une fois, la week-end précédent, j'avais fait un tonneau et vraiment je voulais que la terre puisse me, tu sais, avaler, que les gens ne voient pas qu'il a encore fait des bêtises. Que tu disparaisses, quoi. Et que je disparaisse quelque part, justement, disparaisse. Et la week-end après, on n'a même pas eu le temps de peindre la voiture, c'était que la voiture était partiellement noire, parce que les pièces de carrosserie qu'on a reçues n'étaient pas peintes. Alors, c'était noir. Alors, et le rallye, week-end après, s'est battu Hanno Mikkola par 7 secondes,
Moi, Hannu Mikkola était star mondial déjà à l'époque. Mais moi, j'ai connu les rallyes sans reconnaissance. Et moi, j'ai connu les routes parce que j'avais fait mes études dans la ville. Et Hannu Mikkola ne connaissait pas. Moi, c'était avec ma Opel Ascona bien battu. Et Hannu avait son Ford Escort. Et s'est battu par 7 secondes. Pour Alors moi, qu'il avait une voiture usine, lui. mais il avait battu l'usine de Ford Escort. Et pour moi, c'était tellement presque pas vrai avoir battu un star mondial, quelqu'un inconnu, moi-même. Et lundi, c'était samedi soir. Et lundi prochain, je ne suis plus allé à l'école. Je pensais que les team managers de mon entier vont m'appeler, mais non, ils ne m'ont pas appelé. Tu faisais quoi? Tu faisais une école commerciale, quelque chose comme ça? C'était, oui, ça avait fini comment dire, les technologies de automotive. Et parce que je ne pouvais pas imaginer que rallye puisse me faire vivre. Alors, je suis parti dans une école de commerce. Je pensais que si tu as le base de technique, un peu de commerce, après, ça me donne une position plus forte sur le marché du travail. Mais avoir battu Hannu, en plus, c'était vraiment amoureuse d'une fille qui ne voulait qui ne me voulait plus voir. Et c'était vraiment dans un trou et personne ne m'appelait. Il n'y a aucune perspective. J'ai vendu les livres de porte-à-porte. Et un jour, je reçois une lettre. Quelqu'un qui s'appelle John Thomas. John Thomas, un petit mécano avec qui on a toujours resté en contact. Il avait parlé avec un concessionnaire en Pays de Galles. C'est un Gallois qui à l'époque, tant que mécano, il a gagné 40 livres par semaine, je me souviens de son salaire. Vraiment, menait une vie très modeste, mais passionné par rugby et le rallye. Il était coéquipier pour quelqu'un. Il avait lu sur Motoring News, ce jeune Finlandais qui est de 2-3 spéciales avant de sortir la route, il est assez rapide de moi. Et il avait trouvé un sponsor de 300 livres. Un petit concessionnaire de Opel à Pays de Galles. Il m'a écrit une lettre, allez, tu amènes ta bagnole et tu me prends comme coéquipier et on y va. Alors j'ai reçu la lettre, mon anglais était suffisamment fort pour comprendre les chiffres, 300 livres. Alors littéralement le lendemain, on a mis ma voiture sur un bateau vers Angleterre. Et je suis à l'époque Ford, CRC, je ne le savais pas vraiment. C'est un successeur pour Timo Mäkinen, pour le fameux Timo Mäkinen. Et tout ça, une espèce de... le timing était finalement hors norme. Mois de mai 1975, c'était complètement inconnu. Je fais rallye de Pays de Galles. Et 2 mois plus tard, Ford me donne louer une voiture pour le rallye de Mille Lacs. C'est Hannu aussi Hannu Mikkola qui a un peu poussé. Parce que tu l'avais battu. Hannu Mikkola et Timo Mäkinen, les deux, on parlait d'une espèce de porte-parole pour moi. Mais aujourd'hui, c'est impensable. C'est-à-dire, c'est eu le rallye voiture pour le Mille Lacs et c'était en tête. C'était en tête de rallye pour le 5 spécial. Inconnu en tête de Mille Lacs. Devant Timo Mäkinen, Hannu Mikkola, Stig Blomqvist, Marco Alén et Sultan Arivatan en tête. Et mon coéquipier était un journaliste anglais, Thierry Phillips, parce que d'une manière très naïve, je pensais que lui connaît, encore je ne pouvais pas croire que ça pourrait devenir un métier. Moi je pensais que ce journaliste de Motoring News, il connaît beaucoup de team managers, il va être mon porte-parole. Et c'est pour ça que je l'ai pris avec moi. On a pris des copies de notes de Timo Mäkinen. Et heureusement, j'avais reconnu les spéciales, je les ai connus connaissais par cœur. Mais on a pris les notes de Timo Mäkinen. Et pour le premier spécial, il les a jetés parce que lui ne savait pas lire. Alors moi, je n'ai pas compris. Alors, était les notes en anglais en plus. En anglais. Et le reste, on a fait ça de notes, 5 spécialement restés sur la route. Et aujourd'hui, tu ne peux pas imaginer comme ça un Sébastien Ogier dont tu n'as jamais entendu parler
et il est en tête de champion du monde, un pilote que tu n'as jamais connu. Et quelques mois plus tard, Stuart Turner me donne une voiture pour le RAC, et de dernière épreuve dans le championnat du monde. Et c'était pour le premier jour, je ne connaissais pas les routes, c'était pour le 3e ou 4e. Deuxième jour, un très grave accident, exactement pareil comme en Argentine plus tard, 85. Il avait une cuvette sur une longue ligne droite, le rallye sans reconnaissance à l'époque. Et nous, mon coéquipier et moi-même, ne connaissions pas cette cuvette. Il s'était sans avertissement, on est en pleine vitesse, on a tapé la cuvette. On est parti à faire un tonnerre grave, mais on n'a rien eu comme blessure. Et moi, j'étais absolument convaincu que maintenant c'est fin de tout. C'est plus fort, ne veut plus entendre parler de moi. Et imaginez la protection sur la voiture était détassée, comme les SAM4, comment tu dis en français, la protection. Tu veux dire la protection du sur la voiture, oui, la protection, oui, sur la voiture, était détassée à cause de l'impact. Elle est détachée de la voiture, je l'ai pris avec moi, c'était assez lourd en plus, et je l'ai porté physiquement avec moi, car c'est sorti du forêt comme une preuve désespérée à Stuart Turner, le grand chef à l'époque, que, regardez, monsieur Turner, c'est pas entièrement ma faute, il avait une cuvette, on a tapé si fort que même cette protection s'était détachée de la voiture. Alors, essayez de prouver que ce n'était pas entièrement ma faute. Imaginez, je sors du forêt avec cette pièce lourde métallique avec moi, comme un geste désespéré. Et Stuart Turner a tout compris. Il me donnait, Harry, il faut que tu viennes habiter en Angleterre et tu apprends l'anglais et tu as fait le championnat du monde en Angleterre. Donc là, c'est le moment où tu passes de pilote officiel à pilote pro. Exactement. D'un coup. Mais tout ça, c'est arrivé dans 6 mois. Le rallye en Pays de Galles était au mois de mai, la même année. Donc là, dans 6 mois, tu es inconnu et pour 6 mois, tu es un pilote professionnel. C'est comme un peu dans le mauvais film. Dans la vraie vie, ça ne se produit pas, mais pourtant, ça m'arrivait. Et il m'a donné un salaire de 5 000 livres pour l'année. Oh, 5 000 livres gagnés, c'est gagné, waouh! Et de day money, pour couvrir les frais journaliers, était 20 livres par jour. Waouh! Et tu vivais chez un ingénieur Ford? Absolument. John Griffiths, oui. Deux célibataires. Donc c'était un peu la colocation, t'avais quoi, t'avais 24 ans? Oui, exactement, 23 quand j'ai commencé. Oui. Tu devais faire des bons petits plats, c'est-à-dire manger des boîtes de conserve? Non, c'était exactement ça. Moi, je ne savais pas, comme toujours, je ne sais pas cuisiner. Alors, John, dans la manière anglais, il avait justement les boîtes qu'il a ouvertes, il a donné se chauffer, les petits pois, et on a regardé la télé, les journaux de automobile. Oui. Et comment tu vis le fait qu'à ce moment-là, tu es payé pour faire quelque chose que tu ferais gratuitement, puisque c'est ta raison de vivre? Mais quand je suis arrivé au rallye de RAC, mois de novembre 1975, à l'époque, on n'a pas parlé du changement climatique, mais c'est une autre histoire. Mais c'était un automne très, très clément en Finlande, même de Carélie, d'où je viens. On a coudronné les routes jusqu'au mois de novembre. C'était tellement, il faisait très beau. Alors, je suis littéralement parti à rallye d'Angleterre avec un peu de goudron sur mes vêtements. Et quand je suis arrivé à Boreham, c'est ce qu'il est Modena et Ferrari, et pour quelqu'un qui aime les F1, et Boreham était ça, c'est Modena de rallye, et au Maranello de rallye, et il avait 3 escortes, un pour au chocolat, qui était un star à l'époque en Angleterre, deuxième était Timo Mäkinen, et troisième était pour Harri Vatanen. C'est vraiment moi. C'est un peu comme tu es un petit amateur dans le village natal, amateur dans le théâtre entre les copains, parce que tu aimes ça d'être un acteur,
on t'appelle de Hollywood. Attends, il y a un grand film ici. Attends, c'était aussi réaliste. Et pourtant, ça m'arrivait. Donc là, c'est le rêve qui devient réalité, mais j'ai envie de te dire, c'était même pas un rêve, c'est juste fou. Et en plus, ça s'enchaîne assez rapidement, parce que tu deviens assez rapidement champion d'Angleterre. J'avais pas mal de bêtises, mais j'ai gagné le championnat d'Angleterre le première année. J'ai même gagné le rallye en Isle of Man, qui était goudronné. Pourtant, j'avais très bonne expérience sur la goudron. C'est vrai que la vitesse était là. La vitesse était rendez-vous, on dit, mais crue, comme dans le raw vitesse, c'est-à-dire vitesse pure. Pas vraiment vitesse maîtrisée, pas vraiment du tout l'approche professionnelle, qui n'a jamais été mon point fort, l'approche professionnelle, parce que c'est chaque virage, pour moi, c'est un fin en choix. C'est instinctif. C'est exactement, c'est instinctif. Et c'est un fin en choix pour moi. Le plaisir que chaque virage peuvent te donner, mais c'est pas une approche très professionnelle. Pour moi, cette passion était toujours plus fort que le côté de rationalité et pragmatique. C'est-à-dire que les gens aiment ça, les spectateurs aiment ça. Et ils attendaient, je le sais, ils m'ont dit, Rika, tu es venu et tu es vraiment failli sortir, mais c'est qu'ils veulent voir. Ils voient que tu es spectaculaire, parce qu'à finalement, le sport, c'est un spectacle. Évidemment, c'est quelque chose de très sérieux, professionnel, c'est commercial, mais finalement, pour un spectateur, n'importe quel événement sportif, comme maintenant, samedi soir, je vais voir rugby à Marseille, entre Angleterre et Argentine. J'espère que l'Argentine va gagner. Mais en tout cas, c'est un spectacle. Qui permet à un spectateur vivre ses rêves, oublier ses soucis quotidiens. C'est ça, qu'il puisse continuer à vivre sa vie normale, qui est souvent n'est pas, comme dit en finlandais, la danse sous les roches, c'est la galère sur la vie quotidienne. Et le rôle d'un sport, c'est que tu as oublié tout ça. Et tu vois, dans ton approche, même si encore une fois c'est inconscient, je trouve que tu as une approche qui se ressemble vraiment à celle de Jean Ragnotti, qui est passé sur ce podcast aussi, où vous faites vraiment les choses pour le plaisir, de manière très, très naturelle, sans forcément se poser de questions, sans conscientiser, sans, comme tu dis, ça veut pas dire que vous n'êtes pas des bons professionnels, mais juste, non. C'est inné en fait. T'as un côté vraiment, genre, juste vous l'avez dans le sang et il n'y a pas besoin de le forcer en tout cas. C'est exactement ça, tu as raison, c'est pas vraiment très bon professionnalisme, c'est pas quelque chose de très calculé et de stratégie, parce que tes émotions sont plus fortes que logique, et ce qui t'arrive, évidemment, tu fais l'exploit, mais tu vas aussi faire les grosses bêtises, tu fais les erreurs qui peuvent être graves, même pour toi personnellement, ton coéquipier. Et c'est pas, il faut prendre légèreté, mais des fois, tu es porté par cette espèce de, parce qu'il y a inondation qui rien peut arrêter. Vous voyez, les émotions sont trop fortes, mais les gens qui, comme les gens me disent tous les jours, Harry, merci de nous savoir faire rêver. Ils utilisent tous les jours en temps ça. Oh, quand tu as levé le bras, papa explique, il oui, il faut lever le bras, mais pas le pied. Il faut toujours foncer dans la vie. Je crois que c'est le devoir de l'homme. Il faut donner de son meilleur. Il faut mouiller sa chemise tout le temps, indépendamment de ce que tu fais. C'est ce que toi tu fais. Tu prends ton boulot, et c'est pas un boulot, c'est toi, même si c'est ton boulot, mais c'est un fait ton passion, ce que tu fais. Maintenant, tu le fais sérieusement, tu vas à fond. Ça, c'est le devoir de l'homme. Et quand tu fais l'exploit, après tu fais une erreur, ça crée un lien entre toi et les gens qui te suivent. Parce que si tu vas de succès à succès, comme par exemple
Schumacher, qui après eu encore qui a un rappel incroyable pour nous tous, ce qui lui est arrivé, vous voyez. La vie, ça rapproche à rien, en fait. Ça se raccroche à rien et ça peut tout changer en 2 ans. Exactement. Mais lui, il est, par exemple, quelqu'un comme lui, il est parti à succès, et les gens, monsieur, madame Dupont, mais moi, ça n'arrive jamais. Dans mon métier, fait pareil, que tu es tout le temps là, c'est presque pas vrai. Et tu peux respecter les gens comme ça, qui sont toujours la victoire à victoire, mais peut-être nécessairement tu ne vas pas laisser mettre. Mais quand tu fais les bêtises, les héros, il était en tête comme c'est à Portugal, champion du monde, nous étions en train d'être à la tête du championnat, et j'ai vu tout ça, le goût était dans la bouche, et je suis sorti, j'étais en tête par 5 minutes. Comment peux-tu expliquer ça? Tu as traite, tu as laissé tout le monde tomber et tu as cette culpabilité. Mais, rallye après, tu as encore remonté. Et les gens, ils peuvent se identifier avec toi parce que leur vie, c'est pareil. Ils font les erreurs, la vraie vie, c'est comme ça. La vraie vie, c'est jamais comme ça. Ça va comme ça. Et quand tu fais des erreurs, tant que pilote, les gens sont avec toi. D'une certaine manière, ils sont dans la voiture parce qu'ils voient, ils sont dans la voiture avec toi d'une certaine manière. Ils vivent avec toi. Ils vivent quand tu es haut. Ils sont avec toi quand tu es en bas. Et dans le sport mécanique, les hauts sont très hauts et les bas sont très bas. Tu sais que ça me fait penser un petit peu finalement à la première année où tu deviens champion du monde en 81. Ta première victoire, je crois que c'est à l'Acropole en 80. C'est ça. Et première victoire championnat du monde, enfin, où tu deviens champion du monde 81. Mais cette saison, elle démarre pas du tout très bien. Il y a eu que des hauts et des bas, justement, pendant toute la saison. Je crois que la première course, c'est Ragnotti, justement, Jean Ragnotti qui gagne, si je dis pas de bêtises. Oui, à Monte-Carlo, oui. C'est ça. Et après, tu as quand même eu quelques déboires. Enfin, tu t'es pas dit, pendant toute l'année, c'est bon, le titre, il est pour moi. Tu as eu que des revers, remontada, etc. Non, justement, cette Portugal était quand j'ai vu le dernier Audi, était abandonné. Je savais que maintenant on est en tête. Henry Toivonen, qui était aussi avec une voiture de 2 roues motrices, Talbot, Sunbeam, il était 5 minutes derrière moi. On va avoir 20 points, tête de championnat. Et le spécial après, le dernier Audi était abandonné, on est sorti. Et pareil, plus tard, je suis sorti on a gagné l'Acropole, mais maintenant, c'est les Sébastien Ossier, Romain Perez, maintenant, ils sont là, nous sommes ici, ils sont en Grèce, pour rallye Acropole. On a gagné Acropole, on a sorti la route en Argentine, on a gagné à Brésil, et ça avait une bataille fantastique avec Marco Alain au Mille-Lacs. Et j'avais 10 raisons pour lever le pied, parce que pour conserver mes points pour le championnat du monde, mais je ne pouvais pas le faire. C'est continuer essayer de battre Marco, parce que l'année précédente, plusieurs années précédentes, c'est toujours Marco, depuis le rallye, il était échappé de moi, après je le rattrapé, mais le rallye était terminé avant que je le rattrapé. Et maintenant, je ne voulais pas lâcher. Tu voulais ta vengeance? Oui, mais pourtant, David Richards disait, arrête, s'il te plaît, ralentis. Nous sommes dans le championnat du monde. Marco n'est pas dans le championnat du monde. Mais non, ce n'est pas ralenti. Et cette victoire comme ça, une fois plus sans calcul, c'est très, ça, comment tu dis, ça te donne satisfaction hors norme, parce que tu sais, tu n'as pas cherché une solution facile, lever le pied, simplement calculer, non, tu es allé au bout de tes rêves et pour une fois ça marchait. Mais en tout cas, le résultat, on est arrivé à rallye de RAC, le dernier épreuve, c'est Guy Fregel et les Jean Todt qui sont en tête. C'est là un peu ce moment-là où tu rencontres Jean Todt, justement, alors qu'il est copilote de Guy Fregel. En fait, on a vraiment commencé à connaître, c'est les côtiers, rencontré rapidement. Il était venu en 1974 avec Hannu Mikkola à rallye de Arctique, en Finlande, à Laponie. C'est rencontré, mais c'est pas plus que ça. Et
Mais en fait, on a vraiment qui est vraiment maintenant quand j'y pense, était très bénéfique pour moi quelques années plus tard. Alors on est arrivé un peu, en fait, entre Rallye Argentine et Rallye Brésil, on n'est pas revenu en Europe, on est resté à Rio de Janeiro. Parce que tu avais cassé la voiture en Argentine. Exactement, sorti de la route. Et nous étions à Copacabana Beach avec Jean-Todt dans le même hôtel. Et là, on a pu longuement discuter. Et c'est aussi la période quand Diana et Prince Charles se sont mariés. Je me souviens tout le temps de ça. C'était à ce moment-là qu'on a suivi parce que ça marquait l'esprit à l'époque, le mariage de Diana. Et Rita, qui était Robert Soler, Selfiner. Donc ta femme? Ma femme. Alors, elle était à Los Angeles. Et typiquement, une femme qui est très amoureuse, Rio de Janeiro, c'est pas loin. Parce qu'à l'époque, elle a resté une semaine à Los Angeles avant le vol de retour. Alors, elle a pris le vol Los Angeles-New York, New York-Brésil, pas besoin. C'était en fait plus long que entre Helsinki et Los Angeles. Mais elle est venue me voir et cette semaine fantastique, Copacabana Beach, le mariage, et surtout la présence de Rita, Jean-Todt, une semaine fantastique reste gravée dans ma mémoire. Et évidemment, ça commence à créer le lien entre moi et Jean-Todt. Et en plus, le rallye du Brésil dont tu parles, c'est là où vous gagnez, alors que le rallye d'avant, Argentine, vous aviez cassé la voiture. Donc la voiture est à peine réparée, et vous gagnez justement devant Jean-Todt et Guy Fréquelin. C'est ma vie, ça. Ouais, c'est ça, c'est up and down. Ça aurait dû être un peu plus raisonnable, mais je ne savais pas. C'était... Non. à fond tout le temps. Et après, je crois, si je me souviens, tu as le rallye de San Remo où Walter Roll abandonne. Ah ouais. Ça, c'est un cas, oui, j'ai oublié de ça. C'était encore, oui. Rallye San Remo, nous étions quand même très bien placés, évidemment, on n'a pas pu battre contre Walter Roll avec Audi 4. Parce qu'il avait 4 roues motrices. 4 motrices. Michel Mouton, elle était très rapide. C'était la période quand Michel était, les gens oubliés. On n'a pas jamais eu une femme aussi rapide. Et je crois qu'on n'aura jamais une femme aussi rapide que Michel. Vraiment, j'y pense. Et c'est pas sous-estimé, mais en tout cas, parce qu'elle était vraiment si rapide. Et sans la faute de Meccano 82, elle aurait gagné le championnat du monde. C'est que je vais le remarquer. Mais peu importe. 81, dernière nuit, c'est la San Remo. Toute la nuit, et que les spéciales goudronnées. On a longtemps hésité, parce que nous étions, je me souviens, peut-être demi-minutes entre nous. En tout cas, est-ce qu'on va accepter se contenter avec la deuxième place, ou est-ce qu'on va se battre pour la victoire? Finalement, on a décidé, non, on va se battre pour la victoire. Et premier spécial, c'est fameux Rondo, ça avait un peu de mal aussi, pas de chance. Il y avait un long virage avec la mur intérieure, mais il y avait un trou dans la mur, quand la mur a recommencé 2 mètres plus tard. En fait, la mur était peut-être 2 cm géométriquement, il n'était pas homogène, c'est-à-dire 2 mètres plus tard, la mur est sortie, Caroleur n'avait pas bien fait la mur, alors il est sorti peut-être 2 cm plus loin. C'était pas du bon travail, quoi. Exactement, alors ça avait tellement filé la mur et après c'est touché, la mur passa et qui fait plier la pielette et c'est terminé 7e. Et je me souviens comment j'étais déçu et j'avais du mal à rester réveillé jusqu'à la fin de rallye. Mais c'est comme ça, une fois de plus, on n'a pas se contenter à 2e place. Et tu le disais tout à l'heure, en fait, tout s'est joué sur le rallye du RAC. En fait, en concurrence justement avec Jean-Todt et Guy Fréquelin, qui étaient en tête du championnat, ça se jouait vraiment au coude à coude, quoi. Oui, c'était comme eux étaient en tête, et les règles pour moi étaient mathématiquement, en tout cas, il fallait terminer le rallye, évidemment. Il fallait en tout cas rester dans la 6 premières places, évidemment devant
Jean et Guy Fréquelin. Et en fait, c'est Guy Fréquelin qui est sorti de la route. Et nous, on a quand même terminé deuxième, et derrière Hanno Mikkola et Audi Quattro. Alors, on a quand même bien roulé. Et mes rallyes à l'époque étaient très longs. Je me souviens, par exemple, matinée, que quand s'est démarré le moteur, et le voyant le piston de huile n'étendait pas. Et je faisais jaune. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le moteur? Finalement, il n'y avait rien. Mais aussi, c'est roulé un peu trop vite. Je me souviens toujours qu'à un moment donné, Hanno, même il est en tête de rallye, il est roulé derrière moi. Il a vu mes traces. Il était en colère. Et depuis le prochain spécial prochain, il est venu, il est littéralement, il me prit par mes combinaisons. Mais Harry, tu es fou! Tes traces que j'ai vues, les traces ne sont pas le sample de monde de rallye de cette année. Et je suis calmé. Ce qu'il voulait que tu gagnes aussi. Il voulait que je gagne. Exactement. Tu es en colère, tu es fou, Harry. Lève les pieds. Il devait être, même s'il a gagné cette course-là, et que deuxième, il devait être super content pour toi. Exactement. Parce qu'il y a cette histoire un peu, c'était un peu ton mentor. Exactement. Parce qu'il était né aussi en Carélie, à l'est de Finlande. Et Hanno Mikkola, pour moi, n'était pas seulement un gentleman. C'est lui qui était le premier Européen qui a gagné East Africa Safari, qui était très grand rallye à l'époque à Kenya, Ouganda et Tanzanie. C'est lui qui a gagné à l'époque London-Mexico, rallye 30 000 km, quelque chose comme ça. C'était un star, pour moi, c'était dans les nuages. Hein. Ce qui est assez marrant après, c'est que la livrée de ta voiture, ça a été une livrée Rothman, la marque de cigarettes. Et je crois que tu n'étais pas super fan du fait que ça soit une marque de cigarettes, parce que tu fumes pas et parce que c'est pas bon pour la santé. Et qu'en gros, je crois que la petite anecdote, c'est que t'avais dit à un adolescent qui avait vu la voiture, il faut pas fumer, c'est pas bien. Et pourtant, en fait, même dans le peloton, il y avait très peu de gens qui fumaient, sauf Timo, qui fumait et qui était pas forcément le plus athlétique. Et tu disais, comment ça se fait qu'il soit aussi vite, alors que je fais rien de bien, quoi. Oui, peut-être on a commencé à prendre un peu de conscience de ça à l'époque, mais par contre, quand j'étais sponsorisé par Marlboro de 76, je me souviens comment j'étais fier de ça, parce que Marlboro a sponsorisé James Hunt, Niki Lauda, Giacomo Agostini sur la moto. Waouh! Et moi je pense d'une certaine manière, moi c'était la même glape. Et j'étais fier d'avoir Marlboro. Et petit à petit, on ouvre ses yeux un peu. Mais oui, moi, cette personne, ça m'est fumé. Mais d'autre part, c'est mon coéquipier de Veritas qui a eu. Et sans Rothmans, on n'aurait pas pu faire ça. Rien du tout, parce que c'était l'équipe de David Sutton, l'équipe privée. Et grâce à l'argent de Rothmans, on a pu notre championnat. Autrement, l'argent est venu de Rothmans. Puis tu as continué après, tu as eu une petite année chez Opel, où tu as gagné le rallye du Safari. Et là, tu étais encore aussi, c'était des voitures Rothman aussi, hein, si je dis pas de bêtises. C'était encore exactement. À l'époque, pour gagner East Africa Safari, c'était hyper important. C'était un grand rallye, pas comme maintenant. Et, parce qu'il y a pas mal de pilotes qui ont gagné beaucoup de rallyes. Ils n'ont jamais gagné East Africa Safari. Et des fois, Monte Carlo non plus. Parce que Monte Carlo et East Africa Safari étaient considérés que peut-être les rallyes qui avaient peut-être plus de valeur que les autres. Et, moi, c'est le sens à gagner, justement. Même si c'est pas gagné beaucoup, mais c'est le sens à gagner. RAC et Monte Carlo et aussi l'East African Safari. Et surtout l'East African Safari, ça montre comment à l'époque les rallyes étaient différents. Le dernier nuit, lendemain on est arrivé à Nairobi. Nous étions à Kakamega, un lieu qui s'appelle Kakamega. Je crois que nous étions 7e, 2h30 derrière un leader. Et pendant la dernière nuit, tout le monde est tombé sur la route, les pépins mécaniques. Le lendemain, je suis
on a gagné le rallye. Pour une fois, la chance était à mon côté. Et là, il y a une petite anecdote. Jean Todt est venu voir le East African Safari 83. Et je savais qu'il cherchait un pilote. Parce qu'il était déjà donc patron de Peugeot Talbot Sport. Peugeot Talbot Sport vient d'être né à l'époque. Et il avait dit publiquement que il avait quatre pilotes dans l'esprit, Walter Röll, et 3 Finlandais, Marco Alain, Henry Toivonen et moi-même. Alors je savais que je suis parmi je suis sur la liste et que je connaissais ma réputation aussi. Il avait, Jean était quelque part, il était sur un départ spécial. Et comme tu sais, c'est pas spécial comme le rallye de Mille-Lacs. Tu peux, et je me suis dit, maintenant, je vais complètement démontrer à Jean que ma réputation est quelqu'un avec la tête brûlée des fois. C'est pas vrai. Je suis parti de l'épisode spécial comme un grand-mère, complètement fauchement. Genre, qu'est-ce qu'il arrive, conserve bien sa bagnole. Je suis parti comme ça. Peut-être ça m'aidait à avoir le contrat l'année après. Donc l'année d'après, Jean Todt vient te chercher. Tu signes donc chez Peugeot Talbot Sport. C'est sûrement là le début en fait d'une moisson de victoires. En tout cas, j'en veux pour preuve le vélo que tu m'as montré, Peugeot Talbot Sport tout à l'heure. Donc je vais boire un café maintenant. Ouais, bien sûr, bien sûr. Prends de l'eau aussi un petit peu. Donc c'est avec la fameuse 205 T16 que tout le monde connaît, évidemment. C'est quoi un peu les débuts chez Peugeot Talbot Sport? Tout de suite, ça a marché? Ou tu as eu un petit temps d'adaptation pour commencer à... Parce que c'est une voiture 4 roues motrices, ta première 4 roues motrices? Oui, j'ai rencontré Jean. On a dîné avec Jean à Paris. C'était décembre 83, après justement à Paris. 2 mois plus tard, sur la route en Grèce, on a dîné avec Jean. Je ne crois pas qu'on a signé là, mais c'était sous-entendu qu'on m'a fait un contrat, un résultat de notre dîner. Alors je savais ce qui s'est passé. Mais il y avait en même temps les gens qui m'ont dit, quelques pilotes, quelques mécanos anglais qui avaient travaillé pour Talbot, qui avaient travaillé avec les Français aussi, et parce qu'à l'époque, j'avais racheté Talbot en Angleterre. Et non, Harry, tu connais les Français, tu sais comment ils sont arrogants, ils ne veulent que les Français, les pièces doivent être fabriquées tout en France. En tout cas, 4 roues motrices, le moteur central, ça ne peut pas marcher. C'est inédit. Il m'a averti. Non, Harry, ne mets pas ta tête dedans. Mais moi, ce n'est pas... quand j'ai vu le Jean Todt, j'ai vu Jean-Claude Bocard, quand j'ai vu les mécanos, et en tout cas, moi, j'étais convaincu que tôt ou tard, ça va marcher. Et tu connaissais un petit peu Jean, parce que tu l'avais déjà vu avant, donc tu n'avais peut-être pas cette appréhension que certaines personnes peuvent te dire sur Jean, qui est quelqu'un de... Tu sais, quand tu le connais pas, j'imagine qu'on a dû te dire quelqu'un de fermé, etc. Tu le connaissais vraiment déjà un petit peu. Oui, Jean, je le connaissais comme un collègue. Mon collègue, évidemment, quelqu'un que j'avais pas battu, je l'avais battu dans le championnat. Et non, j'ai vu quelqu'un égal à moi, et j'ai posé les questions, justement, Jean, mais attends, est-ce que c'est vrai que tu as accepté que les pièces françaises, que tout soit fabriqué en France, que ça soit vraiment 100% franco-français? Et non, attends,
regarde-toi, mais toi, t'es un Finlandais, je viens de t'embaucher, et non, on va faire ce qu'il faut pour gagner, c'est tout. Et c'est vrai que tout au début, les quelques premières séances d'essai, la voiture n'était pas encore assez solide, on a tout de suite cassé les triangles, on les a pliés, les comme ça, mais prochaine séance d'essai, ça allait beaucoup mieux. Séance d'essai après, c'est encore très rapidement, la voiture a évolué très rapidement. Ça n'avait aucun doute, ça avait cette, évidemment, il y a une certaine point d'interrogation, tu ne sais pas, avant que tu fais ton premier rallye. Mais alors, on a fait le sketch, dessin spécial, là, tous les courses, 84, alors et c'était important, c'est que les gens ne savent pas oublier. Peugeot était en train de faire un PSA, était en train de faire faillite à l'époque. Il allait, en tout cas, la marque allait mal, comment tu dis, la gamme de voitures était très vieillissante. Dernier modèle était sur quoi, 505. C'était que les gens de certain âge, on a un peu acheté Peugeot à l'époque. En tout cas, en plus, on a acheté Talbot qui a failli faire couler l'entreprise. Alors, c'est 205. Alors, Peugeot avait beaucoup d'espoir dans le 205. Et c'est que grâce à M. Boileau, Jean Boileau, qui était le président de Peugeot, il n'était pas soutenu vraiment ni par la famille Peugeot à l'époque, ni par le président de PSA. Mais il a pris Jean, il a pris un risque, et ça marchait. Et c'est 205 qui, effectivement, n'importe quel qui a vécu à l'époque, je sais que ça sauvait, ça modernisait l'image de Peugeot, et quelque part, nous, tous les pilotes, nous aussi, on a joué, on a joué un certain rôle quelque part. Et apparemment, chaque lundi, après une victoire de rallye, avec 205, les gens ont acheté les voitures blanches, modèles blanches, beaucoup plus de couleur blanche qu'un lundi ordinaire. Parce que c'était l'image, apparemment, vous voyez, ils ont vu cette voiture a gagné un rallye, et proportionnellement, les voitures blanches vendues le lendemain étaient anormales, atypiques. Ça a participé au succès commercial de la 205 qui est juste énorme, c'est une évidence. D'autant plus qu'en plus, à l'époque, en groupe B, t'avais quand même une sacrée concurrence. T'avais, je pense à la Lancia 037, t'avais les Audi Quattro. Quand la 205 arrive, c'est dans un contexte où il y a déjà des voitures qui marchent très fort. Donc c'est pour ça peut-être qu'il y a eu ce scepticisme au début en disant ça ne marchera pas, c'est injouable. Oui, parce qu'il avait beaucoup de nouveautés. Peugeot était connu. Il avait l'équipe de rallye qui a fait que le East African Safari et Côte d'Ivoire, les rallyes de endurance. Alors c'était beaucoup de nouveautés. L'équipe, le personnel, les ententes, ensuite le concept de voiture. Personne n'avait essayé des voitures moteur central transversal et quatre motrices. 4 motrices, mais c'est l'équipe qui a évolué très rapidement et qui a sauvé Peugeot. Et c'est toute cette histoire de 205, c'est vraiment hors norme. Tu peux demander n'importe qui était impliqué, soit les mécanos, soit les ingénieurs, soit les partenaires, soit nous les pilotes, Yuha, Sabi, Timo, Salonen, tout le monde, on a vécu une aventure humaine hors norme. C'était un rallye, mais ça aurait pu être notre cadre complètement quelque chose de différent. Mais c'était une preuve quand les hommes travaillent ensemble, on est capable. L'homme est génie, l'homme peut surmonter les obstacles, tout est possible. Si tu veux et tu travailles, tout est possible dans la vie. Et c'est encourager les gens, et les gens nous sont suivis. On a tout gagné, on a tout perdu. On a perdu les gens, on a perdu Christian Taran, le coéquipier de Saki X, on a perdu quelqu'un mécanique dans l'accident. Moi, j'ai failli mourir dans le centre. C'est des censés de venir champion du monde pour la deuxième fois.
Mais c'est gagner encore beaucoup plus, c'est rester vivant, c'est gagner la vie. Ouais. Alors c'est tout ça. Ça fait un paquet, ça fait une histoire dont les gens me parlent maintenant 30 ans plus tard, tous les jours. Voyez? Et c'est fabuleux. On parle de groupe B, par exemple. On dit que c'est trop dangereux. Mais strictement par la vie, c'était trop dangereux. Surtout du point de vue le feu. Parce qu'on peut le feu facilement de battre, surtout ça. Mais nous, on a besoin, l'homme a besoin de faire les choses qui ne sont plus raisonnables. Parce que comme ça, tu vas faire avancer, il y a un progrès, tu vas pousser les frontières, tu vas trouver, tu vas découvrir quelque chose que tu n'aurais pas fait autrement, si tu ne pousses pas les limites. Et quand tu pousses les limites, il y a toujours un risque. Mais si tu ne prends pas, si tu ne pousses pas les limites, tu vas reculer dans la vie. L'histoire de l'homme, depuis qu'on connaît, c'est qu'en sautant en avant qu'on avance, on trouve les solutions et ça donne espoir, hope, ça donne espoir à tout le monde. Tout le monde. Et cette histoire de 205 était ça. Ça donnait espoir à tout le monde. Soit tu étais dans l'équipe ou ailleurs, tu nous as suivis. Ça relevait tout le monde. Ça donnait espoir, ça donnait la perspective, ça donnait la lumière dans la vie de chacun. Positive vie. I can do it, comme disait Obama, I can do it. Donc tu gagnes le rallye des 1000 lacs donc en 84, et c'est à partir de ce moment-là que la voiture vraiment commence à être favorite, t'es clairement favori pour 85. En plus, je crois qu'à ce moment-là, si je te dis pas de bêtises, t'es encore en service militaire en Finlande. Non plus maintenant, c'était 81. 81, ok. C'était service militaire en même temps quand je faisais un peu le monde en 81, mais c'est vrai. C'est ça, est-ce qu'il fallait à chaque fois... Ah oui, c'est en 80, t'as raison. L'armée finlandaise était très flexible avec moi. C'est ça, ils ont été super cool. Tu joues à chaque fois que tu demandes une permission pour pouvoir partir. Au final, t'étais quasiment parti tout le temps, c'est ça? Exactement, mais contrepartie, c'était très respectueux. Moi, j'ai toujours beaucoup de respect pour c'est l'armée dans l'idée que tu attaques. Dans les pays démocratiques, on n'est pas comme Poutine. On ne attaque pas, on défend. C'est l'armée de défense, en fait. Finlande, en France. Dissuasive. Exactement. Peu importe. Il faut montrer, parce que si tu travailles dans l'armée, c'est une vocation, littéralement. Tu ne vas pas à l'armée pour gagner l'argent. Les salaires sont très modestes. Alors, si tu vas prétendre être un star, quand tu rentres, non, c'était très respectueux. C'est pour ça, beaucoup de respect pour les personnes de l'armée, pour mes supérieurs. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu comment tu dis, le temps libre pour partir, pour faire les rallyes. Il faut garder les pieds par terre, l'humilité. Et donc en 85, tu arrives avec la 205 T16 en grand favori du groupe B. Et ça commence avec le Monte Carlo, où en fait, là, il y a un scénario complètement fou. Parce que en fait, tu te retrouves à prendre une grosse pénalité pour une faute, je crois, de pointage, si je dis pas de bêtises. Donc, en soi, sur le papier, c'est fini, c'est trop tard. Et tu arrives à faire une remontada et tous les événements qui s'enchaînent, c'est ça? Oui, c'était histoire très longue, mais tu peux le couper. Après, des ans de la reconnaissance, mon premier coéquipier en Finlande, il est mort. Alors, je n'ai pas pu aller à l'enterrement. Et c'était dans le Vals-le-Bain. C'était resté à l'hôpital une semaine. J'avais un souci avec mon dos. C'est resté pendant la reconnaissance une semaine à l'hôpital. Deuxième spécial, les ampoules à froid. On a tapé les spectateurs. Il y a quelques spectateurs qui ont volé dessus, qui ont tapé le radiateur, et cassé le radiateur et les pare-brises. Et quelqu'un avait cassé son jambe. Et alors, c'est mal commencé. Et en même temps, Henry Waterreul s'est éloigné de nous. On savait que la bataille va être normalement entre lui et nous. On s'est réussi à bouger, était 50 km long.
il y avait les conditions difficiles, la brouillard, la neige, la goudron, le verglas, tout ce que tu veux. Et moi, je pense avoir fait un spécial parfait, sans aucune faute sur 50 km, conditions difficiles. Et c'est lui que Walter est 6 secondes plus vite que moi, sur 50 km. C'est pas beaucoup. Mais pour moi, c'est un signe. Il s'éloigne, se dit à Terry que, oui, tu vois, c'est un maître de Monte Carlo. Parce que Walter avait déjà gagné Monte Carlo 4 fois, avec 4 voitures différentes. C'est ça, avec 4 voitures différentes. Projet spécial, Michelin me donne les pneus que je ne connais pas, mais je vois que les premiers quelques virages, le grip est fantastique. Ça m'a... Et le reste spécial, c'était dans le nuage. Littéralement, ça donnait une confiance hors norme. Allez, mon serveur me dit, lève le pied. Deuxième partie de mon serveur dit, ça va aller, ne lève pas le pied. C'est une bataille, mais c'est très fatigant cette bataille entre la tête que ton sens de conserver ta vie te dit, mais il faut que tu ralentisses. Et l'autre part, tu as une confiance, oui, ça va aller. Et comme ça, on a fait toute la spéciale, ça arrive à la fin de spéciale. Et j'ai battu Walter sur 22 km, je l'ai battu par 25 secondes ou quelque chose comme ça. Et ça me donne une confiance qui m'arrivait peut-être 3 fois dans ma vie. Et depuis, Walter ne pouvait pas me toucher. Ça me donne une autre Harry était né. Une autre Harry était né. Et cette confiance, c'est difficile à décrire. Ça peut arriver peut-être jamais dans ta vie, ou peut-être quelquefois. Et là, c'était intouchable, jusqu'à cette fameuse contrôle à gap, où on a pointé 4 minutes trop tôt. On a 8 minutes de pénalité, au lieu de 3 minutes en tête, nous étions 5 minutes derrière. Et là, j'ai appelé Rita tout de suite, à l'époque, on a habité en Angleterre. Oh, j'ai besoin de toi. Et tu prends le premier vol demain matin, tu viens à Nice. Et Terry, littéralement, il voulait presque se suicider. Parce qu'il avait peur de faire une erreur dans cette rallye. Il avait comme il savait. Il avait dit à Fred Galahad, j'espère que ce ne fera pas une grosse bêtise. Et il le fait. Et il m'a avoué plus tard qu'il était dans la baignoire à l'hôtel. À l'hôtel, il dit, si je prends le rasoir, et il m'a avoué ça. Parce qu'il a fait une erreur impardonnable de part de mon coéquipier. Je vais dire, si je vais tirer là, je vais dans l'air chaud, et petit à petit, je vais simplement m'endormir, pas de douleur. Évidemment, il n'était pas le fait, mais il avait pensé à ça. C'est le dit, Terry, essaie d'oublier ce que tu as fait. Maintenant, tu dois lire les notes mieux que tu n'as jamais fait. Ok, et finalement, on a gagné miraculeusement le rallye. On a réussi les choix de pneus, parce qu'il fallait prendre, si j'avais pris les mêmes pneus que Walter, on était pour l'égalité toujours. Il fallait prendre un autre type de pneus, soit pour faire, soit tu veux make it or break it. Et finalement, ça marchait. Et cette victoire, évidemment, quand on est arrivé à Monte Carlo, avoir gagné tout ça, waouh. Évidemment, c'est eu la vie très riche, c'est vrai, les hauts et les bas. Ça me fait penser, de toute façon, cette année-là, elle est juste complètement dingue, mais un peu comme toutes tes années de rallye finalement, mais 85, je pense qu'elle a marqué particulièrement tout le monde. Je pense aussi au Tour de Corse, parce que c'est sur je pense que c'est là aussi par rapport à Rita dont tu parlais, c'est un moment qui est un peu dur pour elle par rapport au Tour de Corse, parce que tu sors sur le Tour de Corse, t'es souvent absent parce que tu voyages énormément. Je crois que tu m'avais raconté que le premier mari de Rita s'était tué en avion. Yeah. Il y avait toujours cette notion de risque qui devait lui faire extrêmement peur, j'imagine. Toi, ça te mettait dans une situation où ça te mettait une pression en plus? Le fait de ça crée dans l'esprit de Rita, dans la famille, bien sûr, ça crée la tension. Mais Rita est très sage. Oui, elle avait perdu son premier mari, un accident de l'avion. Et pourtant, elle me soutenait toujours. Il a tout fait pour m'aider. Et c'est vrai que j'aurais dû écouter Rita beaucoup plus.
parce qu'elle me connaît. On a même fait de petits rallyes ensemble, sans reconnaissance. Elle voulait monter avec moi dans la voiture pour voir comment elle pourrait m'aider encore davantage. Tant que femme, tant que psychologiquement, elle a même fait les petits bouclettes, petits bouquins. Elle a fait même avec Harry, n'oublie pas ça. Et là, avec les cœurs rouges, oui, ça aurait dû écouter Rita beaucoup plus. Et c'est vrai qu'un atelier PTK, surtout en Tour de Corse, l'année précédente, 84, Rita a écrit une lettre à sa femme Isabelle. Parce que Rita Descend avait perdu son mari. L'année après, il faillit me perdre aussi, deuxième fois, deuxième mari. Et pourtant, elle a toujours été première pour me soutenir. Mais comme elle disait dans la lettre, the show must go on. Tu ne peux pas reculer dans la vie. Tu dois toujours avoir l'espoir et continuer. Mais évidemment, Tour de Corse 85, c'est un accident très grave, très grave, qui était filmé même, et se trouve sur YouTube, voir comment c'était grave, mais on ne savait pas qu'est-ce qui va m'arriver 2 mois plus tard. En Argentine. Oui, et en tout cas, quand on a commencé l'année, il y avait 5 victoires en filet, et on a pensé que ça va être normalement l'année de champion du monde pour moi. Mais depuis Portugal, c'est abandonné 4 fois. Des problèmes mécaniques. Oui, soit les sorties, soit les problèmes mécaniques. Et avec tout de cause, accident très grave. Argentine, Nouvelle-Zélande, après, c'était un peu complètement quoi, c'est qu'il fallait absolument terminer le rallye pour avoir parce que Timo Salon était en tête. Mais ce n'était pas mathématiquement, c'était encore faisable, le championnat. Il fallait terminer. Alors on a commencé bien, on a terminé deuxième en Nouvelle-Zélande. Et avec beaucoup d'espoir, on est parti en Argentine. Mais il failli être la fin de ma vie. Mais Dieu a décidé différemment. C'est encore eu le temps. Oui. Non, est-ce que tu m'as raconté aussi par rapport à l'Argentine, donc l'accident est terrible. Tu es entre la vie et la mort, ton coéquipier aussi. Fracture, enfin tout ce qu'on peut imaginer de terrible. Mais tu as aussi pensé pendant assez longtemps, tu as eu une espèce de psychose, pensant que tu avais attrapé le sida. Oui, ça avait parti quand te tourmentais dans la vie complètement, j'étais cassé partout. En fait, Terry n'avait pratiquement pas de blessure, parce qu'il est resté attaché à son paquet. La mienne était cassée en 2, ce parcours était cassé en 2, la ceinture des jambes n'existait pas, je ne sais pas pourquoi, c'était rallye. Ça n'existait à l'époque déjà, mais pour l'Argentine, ça n'était pas attaché. Alors, c'est-à-dire que le gilet s'est cassé en 2, alors c'était tout tenu par les harnais. Et alors, mais en tout cas, oui, ça commence à avoir peur, complètement, d'abord par les radiations, par les radios, on m'a pris beaucoup de radios. J'ai commencé à protester, c'est infirmier, non, je ne veux pas radio, je vais avoir un cancer. Ouais, j'étais déjà très fragile dans l'esprit, complètement peur de tout. Après, j'ai vu que Rockwood John était le premier gens connu mort de sida. Mais qu'est-ce que c'est sida? J'ai vu tous les symptômes, ça doit être moi, parce que j'ai eu beaucoup de gens, et en Amérique du Sud, quand tu donnes du sang, on te paye. Alors, les gens qui utilisent drogue donnent du sang aussi. En tout cas, à l'époque, on a pensé, si tu touchais quelqu'un, tu as le sida. Il y avait une méconnaissance de la maladie. Complètement. Alors, j'ai eu complètement convaincu que c'est le sida maintenant. C'est l'analyse faite par moi-même. Les tests étaient négatifs. On a fait 2 tests négatifs. J'ai dit, le docteur, mais pourquoi vous me mentez? Pourquoi vous ne pouvez pas accepter? Peut-être on arrive à sauver Rita ou peut-être les enfants. Et j'ai vécu dans cette psychose peut-être 6 mois. Ce qui est très C'était long. infernal, vous ne pouvez pas. C'était infernal. Et j'ai crié à Rita, pourquoi tu as fait le plein? Parce que tu sais que tu vas mourir, les enfants vont mourir. Les filles étaient jeunes. Je les ai vues quand tu avais 2 ans et 4 ans, Ria et toi. Et après-midi, quand elles parlent
il dort un peu. C'est le ça, je me souviens en Angleterre, c'est le sabu, dormi, et je me suis dit, mais mes filles, mes princesses, quelques mois plus tard, elles vont être mortes. C'est vécu dans cette psychose, comme dans cette psychose qui faillit, comment te dire, désirer notre famille. Et parce que c'était, dans le terme, j'étais fou. Et voyant, pourtant, un peu plus tard, ma situation un peu améliorée. De temps en temps, je me suis laissé penser que peut-être finalement tel docteur n'était pas en contact avec tel laboratoire. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui dit la vérité, c'est vrai. Après, non, ils sont en train de mentir. Et le frère de Rita, il m'a réussi à convaincre, parce qu'il était pilote professionnel de hélicoptère aussi. Alors, vient avec moi dans l'hélico, et on va se poser dans la forêt, personne ne te voir, et comme ça on était. Et en fait, on est arrivé à l'hôtel, où nous sommes toujours été basés pour le 1000 lacs, et littéralement les patates sont encore 2 mètres sans toucher la terre. Je me réveille, mais attends, ce n'est pas si tard. C'est pas grave. Qu'est-ce que cette idée? Comme tu te réveilles quand tu as un cauchemar. Tu t'es réveillé d'un mauvais rêve. Mais ça multiplié. Même si tu as un cauchemar grave, tu te réveilles. Tu as un soulagement. Mais ça, tes soulagement multiplié par 1 million. D'un coup, non, je suis en train de mourir. Ni Rita, ni mes enfants. C'était vrai pour moi. Et cet week-end, pendant cette 1000 lacs 86, Rita était déjà partie en Angleterre avec les enfants, je l'appelle. Oui, Rita, non, ce n'est pas si tard. Vous voyez, c'était une autre vie qui a commencé. C'est de mal à croire. Si quelqu'un t'explique, tu penses que c'est pas vrai, mais c'était vrai. Et depuis, jamais dans l'esprit, eu cette moins de doute depuis. Et j'ai commencé, mes jambes commençaient à marcher un peu. J'étais encore un peu perdu beaucoup de poids. Ce n'était pas très fort, mais quelques semaines plus tard, c'était déjà en ouvreur San Remo. Après, on est parti à Ténéré pour faire les séances d'essai à Ténéré, où il y avait l'arbre de Ténéré avant. C'est le plus beau parti de Ténéré. C'est un surréaliste, Campacalabi, comme deuxième vie qui commence. Là, tu vas 200 à l'heure sur les dunes, et les chameaux vont à côté, l'autre côté, waouh, c'était. Mais tout ça, ça arrivait. Et peut-être que tout ça, c'était aussi dû au fait que tu as vu l'accident qui t'avait traumatisé, évidemment, mais tu n'avais plus ta raison de vivre aussi, à savoir conduire. Tu ne pouvais plus parce que tu étais complètement cassé de partout. Et peut-être que ton cerveau, du coup, a travaillé, et s'est focalisé sur quelque chose de négatif, en fait. Oui, ça tu le sauras jamais. Oui, je pense que c'est tellement abstrait, tellement. Mais ça va cette oui, quand j'ai vu que mon pied ne marchait pas du tout, pendant 6 mois, je n'ai pas pu lever mon pied du tout. C'était comme, je me souviens à l'hôpital, d'un coup je vois que là, j'ai essayé de monter mon pied et rien qui arrive. Jamais. Tu essaies de faire bouger tes doigts et d'un coup, il n'y a pas de connexion. Ton volonté et rien qui se passe. C'est surréaliste. Il n'y a pas de connexion entre ton cerveau et tes doigts. Et moi, je regardais mon doigt, c'était allongé comme ça, et je ne bouge pas. Vers moi. Et j'avais du mal à. Je n'étais plus content de survécu l'accident que normalement je n'aurais pas de survivre. Mais mon pied est comme ça, je ne peux plus conduire. Et tu es dans la extrême fragilité mentalement. Tu as peur de tout. Tu es comme une sponge. Tu mets de l'eau et ça prend tout. Entre-temps, Jean, même si en fait tu peux plus conduire, a gardé un peu contact avec toi, tu as gardé entre guillemets pas une place, mais tu sais que tu as une possibilité de revenir chez Peugeot. Il y a l'arrêt du groupe B suite à la mort d'Henri Toivonen qui se tue au rallye, donc au Tour de Corse 86. Et en fait, se retrouve avec ces voitures surpuissantes. Qu'est-ce qu'on en fait? Je crois qu'il y avait eu discussion sur la Formule 1 et finalement on arrive sur les rallyes d'orientation, donc le Dakar. Le Dakar est né quelques années avant.
Donc là, toi, en fait, quand tu reviens et que tu es en pleine possession de tes moyens, tu reviens avec la 205 T16 sur le Dakar. Et là, c'est le début de totalement autre chose, finalement. Oui, pas seulement un autre type de rallye, mais c'est une autre, pour moi personnellement, une deuxième vie, quelque chose que je pense était perdu, c'était hâte de mourir. J'étais convaincu de ça, et ma famille, pas seulement moi, on va disparaître. Et maintenant, c'est tout à Trocadéro. C'est une renaissance, quoi. Littéralement, est-ce que c'est vraiment vrai? Et tout ce que je pense d'être perdu et disparu, maintenant c'est encore faisable. Et cette cadeau de la vie, cet sentiment, littéralement, oui, Dieu m'a donné encore un cadeau pour vivre, continuer. Et pourtant, à la tâche, j'étais convaincu que tout était fini. Tout était fini. Et là, ben, après, Dakar, ça s'est très mal passé. On commençait plutôt à chercher Pontoise. Il y avait cette fameuse rotule qui n'avait pas les pièces qui manquaient dedans. Et sur le prologue, il m'a retiré dans la foule, et personne ne la connaît. Il pleuvait énormément. Il y avait une énorme de foule. Et les gens me voient descendre la voiture complètement abîmée. Il y a les gens qui essaient de s'accrocher dans l'autre côté pour un peu balancer, équilibrer la voiture. Il y a des photos que les gens essaient de s'accrocher à côté, à gauche, arrière, pour essayer d'équilibrer la voiture. Et les gens disent, mais attendez, il doit être vraiment fou. Il vient de miraculeusement survivre. Et maintenant, il a descendu abîmer sa voiture. Et on est arrivé là, et ce qui c'est, parce que la circuit avait plein d'épingles, et le volant ne tournait plus à droite du tout, que là à gauche. Alors, comment se fait toutes les épingles à droite? Je vais tout droit, je vais braquer à gauche, je vais reculer, je vais encore tout droit, de nouveau braquer à gauche, et reculer, et comme ça, en avançant, en reculant, en tournant le volant que à gauche, ça arrive à parler l'épingle à droite. Et fini, ma position était, si je me souviens bien, littéralement le dernier, 268e, 18e ou quelque chose comme ça. On arrive à la fin de spécial. Jean dit, comme toujours en anglais, What happened? Et c'est lui répondu, Jean, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pour une fois, ce n'était pas ma faute. Parce que je savais, je n'avais rien tapé. Et on a trouvé que rotule manquait les clips, comment tu dis, dedans, qui était une faute de fabrication très grave et inacceptable. On a trouvé quelques rotules qui manquaient des pièces de clés dedans. Et bien, vous voyez, et finalement on a gagné l'épreuve. En 87. Et c'est ta première édition, et c'est là où tu gagnes finalement après ce début un peu chaotique. Plus que chaotique, ouais. Oui. Bah ouais. Après 88, là il y a cette fameuse histoire. Donc. Ah, j'ai pas un café maintenant. Ah ouais, je t'en prie. Ah ouais. Tu me fatigues, par exemple. Tu me fatigues. Prends ton café. Mais on a bientôt fini, tu sais. Donc là en 87, tu gagnes après ces débuts chaotiques, et en 88. Je pense qu'il y a plein de gens qui se souviennent de cette histoire. Tu peux dire... Encore, excuse-moi, pour 87, il faut qu'on parle deux mots de Bernard Giraud. Ah oui, exact. Oui, Bernard Giraud était quand même très connu à l'époque, animateur de TF1, sportif, très amoureux de, comment s'appelle, le chanteuse américaine. Il était très connu en France à l'époque, cette chanteuse. Mais peu importe, mais pauvre Bernard, il n'était pas coéquipier professionnel. Mais Jean-Claude bien risque, mais Jean-Claude aussi calculé que TF1 va le filmer. C'est un pari qui a réussi. Mais il était très très sympathique, et je savais que je ne peux pas continuer avec lui parce que j'ai besoin d'un coéquipier professionnel, pas seulement pour les rallyes tout terrain, mais pour le championnat du monde, que même coéquipier peut faire les deux. Et le côté Dakar et le côté rallye. Exactement. Alors, après, il y avait 87, on n'a pas fait grand-chose. Et il m'appelle mois d'août.
j'étais en plein sur mon mobile à Helsinki. Alors, allez, qu'est-ce qu'on fait pour le radio Pharaon? Et c'est le dit, mais mon frère Bernard, malheureusement pour toi, se prend un suivi à Bruno Barilund, qui s'est fait les deux, champion du monde, et c'est vraiment un coéquipier professionnel. Et essaie de me comprendre. Il a compris, mais j'ai entendu dans sa voix, il était presque en train de pleurer. Et 2 semaines plus tard, Bernard se tuait dans cet accident de bateau de offshore avec Didier Pironi et le troisième monsieur. Alors, il y avait beaucoup de choses comme ça je me souviens où j'étais quand il m'appelait et quand il est mort dimanche soir, j'avais reconnu parce que toute la nuit pour le rallye de 1000 lacs et Rita me réveille et je suis presque en colère avec Rita. Oh, quand tu m'appelles, je suis fatigué, tu sais que c'est reconnu toute la nuit et tu m'appelles. Bernard est mort. Oh. Tu vois, beaucoup de choses qui m'arrivaient dans la vie qui me rappellent comment la vie est fragile. Pas seulement parce que tu as un accident de voiture ou l'avion, ça généralement. Tu ne sais pas ce qu'il t'arrive dans la vie. Et la vie, des fois, comme on dit, c'est tenu par un fil, c'est tout. Toute la vie est très fragile. Alors, on a eu beaucoup de... Mais c'est justement grâce à le fait que la vie est tellement si fragile. Dans le meilleur cas, c'est très court. Moi, c'est de mal à imaginer qu'on m'a dit que c'est plus que 70 ans. Je crois qu'il y a une erreur quelque part dans le calendrier. Je ne peux pas avoir plus que 70 ans parce que la tête de 20 ans en guerre et tout ce dont on a parlé maintenant, ça m'est arrivé hier. C'est hier. Vous voyez, la vie sur la Terre, c'est vraiment dans le meilleur cas. Mais c'est pas la longueur qui compte du tout. Pas du tout. Tu peux avoir une vie très courte qui va marquer l'esprit. Ça me fait penser à Anna Frank. Ah oui, Anne Frank, bien sûr. Anna Frank. Elle avait 12 ans, 13 ans, quand elle est morte. Et sa vie a marqué le monde entier, par exemple. Les générations, tu vois, là, c'est définition d'une vie réussie. C'est pas du tout lié avec la longueur sur la Terre. Pas du tout. Pas du tout. Mais et le fait que oui, moi j'ai failli mourir moi-même. Et c'est-à-dire que si on essaie de me rappeler, Rita m'appelle que le matin quand tu te réveilles, on passe automatique, bien sûr, parce qu'on a dormi 8 heures, maintenant on se réveille. Non, mais qui t'avait dit le soir que tu vas te réveiller? Oui, c'est fort probable. Mais tu ne sais pas. Chaque matin, c'est un cadeau. Et si on a gagné dans la loterie ce matin, parce qu'on est encore là. Tu vois, dans le monde entier, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas vu cette chose. Tu pensais à ça le matin au petit déjeuner quand tu te retrouves sur ta première édition de Dakar, où tu te retrouves dans l'univers où tu veux être, dans ce fameux désert, paradisiaque. Tu as eu ces pensées-là un petit peu? Oui, c'est bon, tu as tout compris. Souvent le matin, on a quand la ligne de départ, tu vois que le soleil commence à se lever, tu as pris un petit déjeuner, parce qu'un petit déjeuner, tu as un hôtel Bristol à Faubourg-Saint-Honoré, c'est un très bon, peut-être le meilleur petit déjeuner à Paris, on dit, des fois je l'avais pris, mais quand tu as un plein dessert, il y a un feu, tu as un attoire qui te fait un petit déjeuner et le pain grillé, peut-être un peu de marmelade, un peu de café, c'est tout. Et tu as cette beauté et tu te sens comme tu es petit. Tu vois que tu te rends compte comme l'homme est petit. Et tu sais que si tu l'as pas équipé, si tu l'as préparé, et si tu es tout seul, tu peux perdre ta vie très facilement. Et tu vois la beauté. C'est justement lié avec ça. Et que quand tu es tout seul, tu es petit, tu vois la beauté. Tu vois la beauté de la vie. Quand tu as compris la fragilité de la vie. Et le matin, souvent je me souviens, là, quand j'ai vu ce spécial, des fois, Jackie, etc., devant moi,
peut-être c'était l'article, peut-être des fois c'était derrière moi, c'était numéro 1, peu importe. Mais tu vois cette beauté, quelle chance, on est là, on ne connaît pas la piste, on ne sait pas les pièges qui t'entendent, on ne sait pas, est-ce que tu vas, parce que tu ne connais pas les paramètres. Quand tu rallies normal, tu connais les virages. Si tu fais bêtise, mais au moins tu connais les virages. Mais là, tu ne connais pas. Et tu espères pour le mieux. Et tu ne sais pas dans quelle vitesse tu arrives à franchir. Tu le soir au bivouac, si tu arrives, tu sais, oui, c'était la bonne vitesse parce que tu es arrivé jusqu'à le bivouac et tu as fait le scratch ou pas scratch, peu importe. Mais ça, littéralement, tu peux toucher ton bonheur. Là, quand tu es là, le destin, quel privilège on est là. On commence, waouh. Donc tu gagnes cette année. L'année suivante, c'est l'arrivée de la 405 T16. On peut dire que tu es vainqueur moral parce que finalement tu es disqualifié suite à cette fameuse affaire du vol de la 405 T16. Tu as entendu comme moi toutes les histoires, toutes les hypothèses qu'il y a pu avoir sur... Il n'y a pas fabriqué, tout fabriqué. Excuse-moi, mais ça me rend presque en colère parce que moi je n'ai jamais cru en conspiration dans la vie. Mais il y a beaucoup de gens qui croient et ça me rend vraiment en colère parce que c'est que les gens intelligents avalent. Je ne parle pas maintenant à propos du vol de notre voiture, mais généralement dans la vie, les gens des fois croient. Il y a les gens qui croient dans les médicaments de homéopathiques, par exemple. Et c'est scientifiquement, on sait que c'est absolument nul. Ok, si c'est bien ton esprit, oui, tu peux, mais il n'y a aucun effet médical direct. Mais peu importe, cette histoire, oui, c'est pareil, incroyable. Oui, mais notre voiture était volée. C'est vrai, c'est la scratch la veille, la voiture était parfaite. Et si c'était volé, maintenant, 30 ans plus tard, tu peux l'avouer, mais ce n'était pas volé. Mais c'était volé, et je me souviens quand Jean est venu de l'hôtel, nous étions tous assis sur un pick-up, tu sais, et Jean, normalement, il n'est jamais en retard. Il vient avec, ah, mais arrête ta bagnole, excuse-moi, ta voiture n'est plus, parce qu'on l'a appelé. Oui, monsieur Todd, c'était 500 000 CFA. Donnez-nous 500 000 CFA, rendez-vous tel endroit, et vous aurez votre voiture. Et ça est parti avec quelques quarts de corps, mais l'autre partie n'est jamais venue. Mais plus tard, on le sait qui l'avait pris, parce qu'en Afrique, les choses, c'était quelques mercenaires qui voulaient avoir un peu de sous. Et la veille, je me souviens, quelqu'un m'avait demandé, Harry, comment tu démarres une telle voiture? À l'époque, tu sais, les portes n'étaient pas verrouillées. Et donc, tu avais montré comment démarrer la voiture? Oui, c'est tout à fait normal, parce que là, ils sont intéressés. C'est une question tout à fait légitime. Légitime question. Oui, attends, tu vas tirer là, et tu vas appuyer là, c'est tout. et ce qui s'est passé, les mécaniciens ont travaillé jusqu'à peut-être 1 heure le matin, et le stade, c'était pas parc fermé, c'était un stade de foot. Il y avait minimum 5000 personnes. Et c'est intéressant à Bamako. Waouh! Et ce n'était pas fermé du tout. Alors tout le monde a vu la voiture partir à 3 heures et on pensait que c'est un mécanique qui vient essayer. C'est normal. Dès qu'ils ont fini le travail, ils ont essayé la voiture, elle est revenue. Sauf que la voiture n'est pas revenue. Et c'est tout. Et ça a pris trop de temps pour la retrouver et donc vous avez été disqualifié. Oui, exactement. Oui. Finalement, on a fait un calé, on a fait un appel. L'appel était rejeté juste en arrivant à Dakar. Il y a un jeune pilote fan de Juha Kankkunen qui a gagné. Juha l'a bien mérité. Il y a eu beaucoup de discussions. Ça fait un joli demi-victoire. Oui, c'est ça, mais il y a eu beaucoup de discussions même philosophiques sur qu'est-ce qu'aurait fait... Enfin, qu'est-ce qui était dans la philosophie du Dakar par rapport à... Il y avait une règle, mais est-ce que cette règle devait s'appliquer vraiment parce que le cas de figure est tellement exceptionnel qu'il n'avait pas été réfléchi en amont. Et du coup, il y avait beaucoup de pour et de contre au final. Mais bon, bref, en tout cas, on va dire vainqueur moral. Et ce qui est assez amusant si on reste dans les anecdotes, c'est l'année d'après, Jackie X te rejoint dans l'équipe. Et là, et ça c'est vrai, parce que Jean en plus l'a dit tout de suite, c'est que la victoire a été décidée à pile ou face. Toi, Jackie, Jean, vous en avez tous parlé. Et toi, tu voulais pas, je crois que tu étais plutôt contre. 100% contre. J'étais plus ou moins ex aequo avec Jackie et sacré Christian Talin, qui est mort tragiquement plus tard. Pourquoi Jean a été obligé de faire ça? Parce qu'il y a une petite histoire derrière quand même. Non, il voulait... Non, oui, je comprends la logique de...
parce qu'il y avait moi j'avais déjà fait un tonneau, sans aucune gravité. Je savais même pas avouer le mécano que ça avait mis un tonneau, parce qu'il n'y avait aucun scratch, rien n'était plié. C'était 20 à l'heure. Je me souviens, c'est glissé un peu trop large, et il y avait un champ labouré, en fait, à côté, labouré. Même en plein désert, il y avait un champ pour cultiver quelque chose, et se glissait un peu trop large, et dès que c'est touché dans le champ labouré, la roue s'accrochait, ouf, mais on a fait lentement comme ça. Il y avait quelques motards qui sont venus, on a repoussé, et c'est rien dit, on est arrivé à Bivac, c'est rien dit qu'on a fait un tonneau, sauf que un peu de huile était évidemment était sur le mauvais côté. Alors le mécanicien me demandait, comment tu expliques qu'il y a de l'huile est sortie vers la haute? Évidemment, alors j'étais obligé que c'est pour un tonneau. Ok, il y avait pas mal d'accidents des ans. Est-ce que peut-être Michel Mouton avait fait un tonneau aussi? Et simplement, j'en avais peur que Zaki et moi continuent à... Dans la compétition. Exactement. On va soit l'un ou l'autre va avoir un accident. Mais nous, avec Bruno, on savait pourquoi nous n'étions pas en tête. On savait nos erreurs. On connaissait quelques petits pépins mécaniques. Pourquoi? Qui sont égalisés. On a pensé que si tout va bien, pour la vitesse pure, même Jackie allait très vite, mais on savait que dans la vitesse pure, quand même, on est quand même légèrement plus vite que Jackie. Et évidemment, si tu fais pile ou face, tu n'as que 50% de possibilité, mais si on continue à conduire, on a au moins 60%. Et c'est pas, mais peu importe. Et après, ta dernière victoire, ça a été avec la ZX, et tu me disais que c'était un peu finalement, donc c'est en 91, je crois, l'évolution de la 205 T16, c'est ça? Effectivement, c'est notre Jean-Claude Vocard, qui est vraiment, dans sa jeunesse, Jean-Claude avait fait des rallyes sur le Simca 1000, et il savait, il avait cette touch, cette feeling pour la voiture. C'est Jean-Claude qui nous a fait gagner dans les rallyes. C'est lui qui a renforcé la voiture dans les 5 côtés et fait les modifications pour Dakar. C'est Jean qui nous a, Jean-Claude qui nous a installé le deuxième aileron pour Pikes Peak 87. Il a trouvé des solutions, et j'ai dit que c'était cette évolution. Évidemment, Jean-Claude n'était pas le seul, mais c'était une personne de clé. Et c'est une évolution qui a continué à évoluer selon les règles de rallye de tout terrain. Mais... Harry, on parlait du Dakar et de tes nombreuses victoires. Mais je pense que dans l'esprit des gens, il y a forcément quelque chose qui revient à chaque fois, c'est Pikes Peak. Ta victoire à Pikes Peak, puisque tu bats à ce moment-là le temps de Walter Roll, si je dis pas de bêtises. Et il y a ce fameux film Climb Dance, où tu as ce fameux geste. C'est quoi un peu la genèse de ce projet? Parce que c'est avec la 405 T16, monstre de puissance. Et il y a ce film qui est juste extraordinaire en termes de conditions pour filmer. On est dans les années 80. Le film, il a pas pris une ride, il est incroyable. C'est ce qui t'a fait le connaître le plus. C'est quoi un peu tes souvenirs qui te reviennent en tête par rapport à ce moment-là? Non, c'est quelque chose de très sincère, parce que tout au début, on n'a pas pu imaginer quelle popularité on va atteindre avec ce film, parce que c'était, en tout cas, parce qu'on n'a pas monté pour faire un film. C'était simplement, on a profité de cette séance d'essai, où on a essayé les pneus, on a essayé de régler les turbos pour le décalage d'altitude. Justement, on a Jean Tordalo à la piste, c'est-à-dire qu'on a commencé dès que le soleil se levait, et il fallait libérer à 9h la piste pour le public. Et c'est-à-dire, nous avions une fenêtre de peut-être 2 heures et demie pour faire quelque chose. Et moi, je contractais vraiment, parce que l'année précédente, on a été en tête jusqu'à juste avant d'arriver au sommet, quand la collière,
tu sais, le tuyau de turbo à lâcher, c'est tout. C'est tout. Pour encore lire, on a perdu. Et maintenant, c'est pour que ça soit tout mis en point. Et caméraman, on en a profité. À l'époque, GoPro n'existait pas. On a mis les gros caméras étaient attachées. On a loué un hélicoptère. Mais moi, je ne m'y pensais pas. Moi, je me concentrais sur ma conduite, sur essayer la voiture. Et c'est pour ça que personne n'avait pensé que c'est très tôt le matin et il y a le soleil que se lève. Personne n'avait pensé par le soleil. C'est même une fois taper quelque chose, c'est fait tomber la grosse caméra qui était attachée à côté et les gens d'autres n'étaient pas très contents. Mais finalement, cette séquence, quand d'un coup je me trouve tout en haut, je me trouve contre le soleil, c'est un geste tout à fait spontané parce que c'est comme la vraie vie, il n'y a pas de script. Il n'y avait pas de script, tu vas réagir à la vie, c'est tout. Et les gens me demandent, oui, mais comment tu as pu faire ça? Il avait les ravins à côté, tu vas à fond. Mais en tout cas, évidemment, je savais qu'il a un peu la ligne droite devant moi, en tout cas, il veut mieux protéger ses yeux que rien voir. et comme je dis, c'est devenu l'espèce de slogan dans la vie, tu peux lever le bras, mais pas le pied. Et ça applique à tout le monde. On essaie de donner de son meilleur tout ce que tu fais dans la vie. Mais c'est quand même ce qui est frappant, comment quelques secondes, c'est ça qui est... Les gens se souviennent de ça, justement. Le reste, moi, c'est important. C'est cette geste, c'est ça. Et c'est quelque chose... qui nous a surpris complètement. C'est sincère, il n'y avait même pas de script, rien de tout. Surtout que c'était à l'époque avant les réseaux sociaux, donc il n'y avait pas tout l'emballement qu'on peut connaître maintenant, tu sais, quand un geste devient viral. Là, la viralité, elle vient alors même qu'il n'y avait pas les moyens qu'on a de connexion. Et ce qui est assez fou avec le film de Jean-Louis Mouret, parce que c'est lui qui l'a fait, vous étiez d'ailleurs assez proche, je crois, c'est qu'en fait, vous avez dû faire plusieurs montées et descentes pour respecter les lumières à chaque fois, c'est ça? Vous avez pas fait le film une seule fois? Pas vraiment. Sur quoi l'histoire devient un peu plus, comment dire, déformée? Oui, au fil des années. En tout cas, nous avions cette fenêtre pour faire CSTC et on a utilisé, on a toujours monté en haut, on a descendu dès qu'on a pu, on a remonté, on a simplement la fenêtre était tellement courte, alors on a en profité. Alors on a fait parce qu'il fallait maximiser pour essayer les pneus, le comportement de la voiture et surtout que la voiture me convenait, que comme ça tu peux attaquer, une fois que tu as 100% confiance, que la voiture t'inspire la confiance. C'est pour ça que après tu as oublié les ravins, que tu penses que ça te va comme le gain dans la main. Et moi, je me concentrais sur ça, et le film était produit de tout ça, oui. Puis bah ouais, de toute façon, je pense que l'avenir t'a donné raison, puisque je te dis, ce que je disais tout à l'heure en préambule, c'est que t'as pris le record à ce moment-là à Pikes Peak devant Walter Hall. Donc c'est preuve qu'il y avait une osmose entre la voiture, entre toi. Non, oui, c'est vrai, c'est comme souvent je le comparais, c'est comme si tu jouais à la musique, si tu jouais à la violine, c'est que le Stradivarius doit quelque chose, je peux imaginer, si tu peux une fois dans la vie, sur le Stradivarius, ça doit être quelque chose vraiment hors norme. Et pour cette voiture, pour moi, était comme Stradivarius, 900 kilos, même pas, 600 chevaux, accélération de 0 à 200 n'était même pas 10 secondes, 4 roues motrices évidemment, 4 roues directrices aussi. Et c'est vrai que quand tu es tout en bas et tu regardes le sommet de Pikes Peak, c'est très très haut, et c'est vrai que c'est obligé de faire avant le départ, c'est obligé de faire la pipi tous les 2 minutes avant le départ, mais une fois que on monte le drapeau, tu oublies le reste, tu vas concentrer sur la conduite et cette
cette plaisir énorme dans cette voiture qui est une Fuji, littéralement, mais tu ne peux pas avoir peur de cette voiture. Tu penses que la voiture fait partie de ton corps et ça va avec. C'est écriture. Tu écris comme ça et tu es sûr de ta main. C'est tout. Mais c'est vrai. Le résultat est frappant. Tous les jours, quelqu'un m'en parle et ça me touche. Ça encourage tout le monde pareil. Dans la vie, ne pas lever le bras. On a beaucoup parlé d'une personne dans cet épisode, c'est Jean Todt. Et tu m'as aussi, à plusieurs reprises, dit à quel point, en fait, vous avez eu une osmose professionnelle, vous êtes vraiment bien entendu, etc. Est-ce qu'il y a eu des moments, parce qu'on a aussi parlé de ups and downs, un moment où justement, je pense à la FIA, quand vous avez été tous les deux en course, où finalement vos relations se sont peut-être un peu plus distendues. Je sais maintenant que c'est plus le cas du tout, c'est revenu à la normale. Mais est-ce que ça a créé des petites torsions un peu? Oui, même plus qu'un peu de tension pendant 2 ans, après l'élection de Jean, on ne se parlait plus. C'est plutôt Jean qui l'avait pris mal, et ça se comprend, mais Jean était détaché, il ne savait pas ce qui se passait sur le terrain, il ne savait pas le travail sale qui était fait sur le terrain contre moi, parce qu'à l'époque c'était Max Mosley et ses soldats qui ont mené la bataille, et évidemment c'était un peu injuste contre moi et les clubs comme ADAC en Angleterre ou au AAA des États-Unis qui est la plus grande club de mobilité, plus que 50 millions de membres, parce que c'était pas avec des armes égales. Mais c'était à l'époque, après les règles de FIA étaient changées, et comme Jean, il n'a pas participé à l'élection maintenant, il y a 2 ans. Mais à l'époque, c'était différent. Mais on s'était vu à l'heure du salon de Francfort, 2 ans après l'élection. J'ai dit à Jean, comme ça, on ne peut pas continuer comme ça. On a déjeuné ensemble à l'hôtel Crillon, à côté de la FIA, et on a fait la paix. Et entre-temps, Jean, il avait aussi vu tout ce qu'il avait cru, ce qui s'est passé, n'était pas vrai, parce qu'il était un peu détaché, et les choses ont trouvé leur juste place. Avec le temps, tout se remet en place. Exactement. En tout cas, la vie est vraiment trop courte à avoir de animosité entre n'importe qui, surtout entre Jean et moi, parce qu'on a tellement vu comment c'était dans la compétition de Jean. Le championnat était décidé entre nous, et après ce qu'on a fait ensemble dans cette période vraiment hors norme de Peugeot Talbot Sport. Vraiment, nous tous les deux on a contribué quelque part, mais ce qui s'est passé, c'est Peugeot Talbot Sport, et c'est Citroën aussi plus tard, c'était plus grand que nous, c'était quelque chose, sincèrement, je crois, et tout le monde qui était impliqué à l'époque, c'était plus grand que nous. Nous, chacun, on a contribué quelque chose, mais après, c'est la vie qui nous a amenés, parce qu'évidemment, notre cause était juste quelque part, et nous tous, après, on se regarde, mais waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et on a été là quelque part. Et sans que personne peut être c'est grâce à moi. Non, c'était plus grand que nous. Il faut beaucoup d'humilité, et qu'on a tous pu vivre et vu ce qu'on a vu. Ça n'arrive qu'une fois dans la vie, dans la compétition, la période comme ça. Et puis, gens comme toi, vous vous êtes jamais détaché de l'automobile. La preuve, c'est que tu es encore complètement dedans. Et même après tous ces événements dont on n'a pas pu parler, donc Dakar, Pace-Peak, tu as continué à rouler. C'est-à-dire comme ça que tu as commencé à avoir un contact avec BMW au rallye des 1000 lacs. C'est pour ça que tu en es ambassadeur maintenant. Mais tu as toujours baigné là-dedans, en fait. Oui, c'est parce que tu as arrêté d'être sur les podiums de rallye que pour autant tu as disparu de l'automobile. Tu as toujours oui, cette sentiment glissé, comme se dit, la conduire une voiture sans les glissades, c'est que c'est monotone, c'est comme la vie monotone, c'est sur les rails.
Alors, j'aime bien quand tu as glissade, tu es obligé d'improviser, tu es obligé tu maîtrises quelque chose. Et ce plaisir pour contrôler la voiture en glissade n'est pas disparu. C'est que tu arrives à maîtriser quelque chose. C'est comme expression de joie de vivre pour moi. Ça pourrait être une autre expression pour quelqu'un d'autre. Peut-être quelqu'un s'est écrit très bien, ou fait les peintures, ou je ne sais pas, sculpture. Mais moi, c'est la conduite. La conduite, et ça, c'est pas disparu. Et maintenant, au travers de BMW, ça, on peut objectivement dire, tout le monde le sait. C'est pas par hasard que BMW a beaucoup de modèles iconiques qui sont devenus iconiques au fil des années, qu'il y a quelque chose qui touche les gens qui aiment la conduite et le plaisir de conduite de tous les modèles. Il y en a plein depuis. Si tu penses à partir de 2002, les TI, sans parler de 2002 Turbo, les années 70, là, jusqu'à là, il y a tellement de modèles BMW, beaucoup plus, avec tout le respect, beaucoup plus que chez de Mercedes ou Audi, les modèles qui sont devenus iconiques. Moi, je compare BMW un peu comme un peu de bon vin rouge. Si tu aimes du vin rouge, sans être le connaisseur, tu vas le déguster, c'est bon vin. Mais le vrai connaisseur, dès qu'il voit une bouteille, waouh, c'est tel château, telle année, il commence à s'en prendre du plaisir dès qu'il voit la bouteille. BMW, c'est un peu ça. Pour les gens qui aiment la conduite, le plaisir. Et comment tu expliques, en plus de tout ça, en plus de tout ce qu'on a pu expliquer, c'est-à-dire les ups and downs, le fait que tu as eu beaucoup de grosses performances et en même temps que t'es spectaculaire dans ta conduite, le fait qu'il y ait une telle Harry-mania, si on peut appeler ça comme ça, en France, tu vois. Non, on ne peut pas dire Harry-mania, mais c'est vrai, je suis tous les jours très bien accueilli, tous les jours les gestes spontanés, sincères de gens, surtout ce fameux monsieur, madame, tout le monde qui mène une vie, soit disant normale, et quelque part, les gens étaient avec moi dans la voiture, ils m'ont suivi, ils ont un certain attachement, c'est quelque chose de très abstrait. C'est pas que je puisse dire quelque chose grâce à moi, c'est plutôt, c'est une comment dire, une espèce, même, je suis très honoré, et c'est une leçon d'humilité aussi, et voir comment, sans que tu le saches, tu as pu toucher les gens, et tu as donné un peu d'espoir à quelqu'un, et tu as un peu la vie de tous les jours. Souvent c'est la galère, c'est aussi difficile. Alors tu as pu aider les gens, peut-être donner des autres idées, donner un peu d'espoir à quelque chose positif. Alors c'est tout ce que je veux dire, ça me touche profondément, d'être accepté comme ça ici en France, d'être adopté comme ça. Bah, oui. Il suffit de voir quand tu fais un tour auto comment les gens sont à ton passage. C'est quelque chose que tu peux pas retrouver avec même d'autres grands champions français, tu vois, je pense à Alain Prost ou à Sébastien Loeb. Peut-être que le fait aussi que tu sois finlandais, le plus français des Finlandais, ça doit sûrement jouer en plus, mais effectivement, t'as ce rapport à humble qui le rend encore plus cool, du coup. Tu vois, si je peux dire ça comme ça. Oui, c'est clair, c'est un grand avantage d'être à l'étranger. Un grand blond qui vient du Nord, qui te parle français avec l'accent rocailleux, mais tu es à l'étranger, ça aide d'être accepté dans un pays. Parce que quand tu es danton, qu'on dit, tu n'es pas jamais prophète dans ton pays. Je pense qu'on pourrait en citer plein des exemples qui montrent justement le sentiment que tu peux faire émerger chez les gens quand ils te voient. Et tu m'avais raconté l'anecdote de quelqu'un qui t'avait demandé de signer son Opel Kadett
D'ailleurs, je crois que tu as appris à conduire sur un Opel Kadett, puisque ta maman avait une Opel Kadett. Et qui te disait que après la signature, la voiture allait plus vite. S'il pense, oui, mais tant mieux. C'est vrai, souvent les gens demandent ça pour signer les voitures et c'est pour moi un signe de confiance, un signe de je suis honoré chaque fois et Rita à côté de moi, mais pourquoi ils veulent signature parce qu'elle me connaît, mais c'est comme ça. Des fois, je demande peut-être ils me confondent avec quelqu'un d'autre. Oui, oui. Et tu vois, j'ai un truc que j'ai envie de dire parce que je trouve que ça montre tellement ta personnalité. Quand on a fait le setup ici là tout à l'heure, à la base, je te disais que ce serait bien de mettre une coupe ou un casque, etc. Et tu m'as dit un truc qui, je trouve, illustre extrêmement bien. C'est que tu m'as dit non, je veux pas qu'on en mette parce que je trouve que ça fait vieux pilote qui vit encore dans son passé glorieux. Et c'est pas moi en fait. Ça me semble. C'est vrai. Ici, on a quelques trophées parce qu'on a un placard qu'il fallait remplir, mais notre maison précédente en Angleterre, soit en Finlande, les trophées étaient toujours quelque part rangés, pas en vue. Il n'y a rien à cacher, mais c'est pas que ça soit visible. Non, en une certaine manière, tu veux être comme tout le monde. Il n'a pas quelque chose d'entendant parce que tu as gagné quelque chose. Ça te donne plus de valeur, hein? Ça te donne plus de valeur de tout, pas de tout. On est tous aussi mortels sur tout ça. Je crois que c'est la plus grande leçon de ma vie. C'est comme ça te paraît peut-être un peu bizarre, presque, mais j'ai quand même participé à beaucoup de funérailles dans ma vie, presque la mienne. Et cette notion de mortalité, c'est pas négatif. Pour moi, c'est que positif. Tu te rends compte, waouh, je suis encore là, malgré tout. Le cadre de la vie continue. Rien n'est dû à tout. Tout ce que tu vas recevoir, c'est un plus. C'est un plus. Alors, je suis toujours comme en anglais, receiving end. C'est toi qui vas recevoir la cadre de la vie tout le temps. Ah, et pour finir tous les épisodes, j'ai une question un peu rituelle. C'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que ce soit personnellement, professionnellement, sur tous les aspects de ta vie, comme tu veux. Simplement la santé, que je puisse rester avec Rita le plus longtemps possible, profiter d'être avec mes enfants, d'être le défi le plus difficile, 1000 fois plus difficile que faire un bon temps sur un col de Torini, c'est d'être un bon mari et d'être un bon père. Bah écoute, c'est les meilleurs mots sur lesquels on pouvait terminer. Merci Ariel pour nous avoir accueillis pour cette journée. On a été reçus comme des rois et depuis le temps que je voulais faire cet épisode avec toi, je suis super content. Merci. C'est vrai que tu m'en avais parlé depuis longtemps déjà. Ouais, j'ai été tenace. À bientôt Ariel. Merci, à bientôt.